Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast de Télé Loisirs que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme qui nous a tous fait rêver, champion du monde de football en 1998 avec l'équipe de France. Il a depuis raccroché les crampons et c'est au cinéma et sur les planches de théâtre qu'il continue aujourd'hui de donner du plaisir au public. Il vient de sortir un livre passionnant, ça s'appelle Y croire pour soi. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, un ouvrage très personnel dans lequel il raconte son parcours de vie atypique et nous invite, nous aussi, à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes. Cet homme, vous l'avez reconnu, il s'agit de Franck Leboeuf. Bonjour Franck. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, vraiment. En introduction, je suis très heureux que vous ayez accepté d'être l'invité de ce podcast. Je le disais, vous avez fait rêver tous les Français, moi le premier. Et on va découvrir aujourd'hui une facette moins connue de vous, celle du papa que vous êtes. Alors, première question toute simple, c'est la traditionnelle question d'introduction dans ce podcast. Je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos deux enfants? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Alors, j'ai deux enfants et j'ai une belle fille aussi. Alors, donc, j'ai mes deux enfants, c'est Jade, l'aînée, qui a 30 ans, qui est maman, donc je suis grand-père maintenant. On en reparlera effectivement du rôle de grand-père. Ouais, ça fait mal quand votre fille vous apprend que vous allez être grand-père à 50 et quelques années. J'étais pas forcément prêt, mais c'est tellement jouissif en même temps. Voilà, Jade est mannequin, influenceuse et aussi patronne d'une société qui gère un food truck. Et donc, ils sont en train avec son mari de créer une franchise et ils habitent au Luxembourg, donc ils sont adorables tous les deux, enfin tous les trois même maintenant. Et puis j'ai Hugo, mon fils 29 ans, qui est comédien et qui habite dans la région parisienne et puis qui vient de joindre une troupe qui s'appelle les Calus et je lui souhaite je le suis de près parce que moi comme je suis aussi comédien, la même passion que le papa. Ouais, voilà, mais lui vraiment c'est quelque chose que j'ai vu naître en lui très très jeune où il se mettait vraiment en scène tout seul, et il avait 4-5 ans, donc il a ça dans le sang. C'est pas vraiment qu'il a répété ce que j'ai fait, c'est vraiment quelque chose. Quand on était à Los Angeles, le premier que j'ai inscrit au cours à l'East Strasbourg, c'était Hugo. Et après, moi, je me suis inscrit. Donc vous alliez en famille au cours de... Non, il avait ses cours lui. Moi, on se disait au revoir, on est chacun dans notre salle, mais lui et Jade allaient dans des cours spécifiques pour enfants. Alors pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous. C'est celui de la notoriété, celui de la médiatisation. On est obligé d'en parler. Tout le monde en France connaît Franck Leboeuf. Vos enfants, quand ils étaient gamins, comment est-ce qu'ils ont vécu cette médiatisation? Je crois savoir que ça n'a pas toujours été facile d'être la fille ou le fils de Franck Leboeuf. Racontez-nous. Non, c'est vrai que c'est jamais facile d'être un enfant de quelqu'un de connu, parce que les moments que vous voulez passer avec votre papa tout seul, quand on était invité à Disneyland, on voulait passer des moments ensemble, on avait des gardes du corps, on avait un guide, alors c'est plutôt agréable parce que c'est vrai qu'on fait pas trop la queue, on passe par les portes de derrière comme on dit, mais dès que quelqu'un vous reconnaît, c'est un petit peu la folie, et les enfants ont trouvé que c'était leur moment à eux et qu'on leur prenait un petit peu de leur moment. Donc j'essayais de faire attention à ça, mais j'essayais de leur faire comprendre que papa était un homme public et que des enfants étaient contents de me serrer la main ou de faire une photo avec moi. Donc ils le comprenaient quand même, mais par moments il y avait une forme de jalousie, ce qui est juste compréhensible, parce qu'ils avaient envie que leur papa soit juste pour eux. Dans le livre, vous racontez cette fameuse soirée du 12 juillet 1998. Vous faites descendre vos enfants sur le terrain, vous les emmenez ensuite dans les vestiaires. En toute sincérité, est-ce qu'ils réalisent à ce moment-là que votre vie, leur vie également, va totalement changer ou pas du tout? Non, bien sûr que non, et heureusement que non. Mais pour eux, quand on est enfant, c'est juste que papa et maman soient là, qu'on aille à l'école et qu'on s'amuse avec ses copains. Que le papa devienne champion du monde, c'est pas vraiment important. Je pense qu'ils étaient contents. Je voulais leur faire partager ce moment. Ma mère m'a dit que le moment où elle a eu les larmes aux yeux, c'est pas quand on a gagné, c'est quand elle m'a vu retraverser le terrain pour aller au vestiaire avec les enfants, ses petits-enfants. Avec ses petits-enfants voilà, et qu'elle était très très fière. Et c'était un moment à part et ils ont vécu des choses incroyables. Je sais pas s'ils se rappellent de tout en fait, mais
Hugo a souvent été dans les bras de Jacques Chirac, par exemple. Il y avait des choses qui se sont faites, qui sont des choses exceptionnelles. Mais ils n'ont pas forcément le souvenir parce qu'ils étaient très très jeunes. Alors cette notoriété, vous le dites avec beaucoup d'honnêteté dans votre livre, elle a pu parfois vous faire tourner la tête. Il y a aujourd'hui des scènes dont vous avez honte, et notamment ce jour, et j'aimerais que vous nous le racontiez, où à Roland-Garros, vous insultez une ouvreuse qui refuse de vous accorder un passe-droit, vous la traitez de conne, et vous dites que vous allez la faire virer. Ouais, c'est quelque chose que je regrettais parce que c'était indécent, c'était en même temps je comprenais pas c'était pour quelle logique. raison? En fait, c'est parce que je voulais passer à un endroit et plutôt que de faire tout le tour 200, 300 mètres où les gens auraient pu m'arrêter et alors qu'on était super pressés, il y avait 10 mètres à faire, et je lui explique, je dis voilà, j'ai 10 mètres à faire, je suis avec toute la famille, est-ce que vous me permettez? Et la façon dont elle m'a répondu, avec, vous savez, ces gens qui travaillent, qui ont une certaine responsabilité, mais qui se donnent une certaine autorité, alors que franchement, il faut juste faire, à un moment donné, faire juste attention à la façon dont on parle aux gens. Et elle m'a agressé, et donc c'est vrai que après j'ai répondu agressivement à sa même agression. Et donc je lui ai dit mais faut être super conne en fait pour faire un truc comme ça. Faut juste réfléchir. J'ai 10 mètres à faire plutôt que d'en faire 300. Je vais gêner personne. Je vais pas déranger tout le système. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire virer. Et puis voilà. Puis j'ai eu cette phrase et même ma femme. Que vous regrettez. Ma femme qui était pas ma femme était là déjà. Et elle m'a dit mais je t'ai trouvé exécrable ce jour-là. Et je l'ai été et je l'ai regretté. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous avez aujourd'hui honte, des choses que le succès, la notoriété ont pu vous faire faire et qui sont à l'encontre de vos valeurs? Non, j'ai juste regretté parce qu'un jour j'ai ouvert les portes de ma maison parce que j'avais une super maison en Angleterre. C'était pour Hello Magazine et ça se fait beaucoup en Angleterre où on fait ça. Toutes les grandes familles ont fait ça. On accueille les journalistes. On accueille les journalistes et puis on fait des photos un peu très habillés, même c'est très upper class comme on dit en Angleterre. Et le problème c'est que je crois que c'est Paris Match qui travaillait avec Hello Magazine à montrer ces photos et donc bien sûr c'est pas du tout la même culture en France. Donc j'ai regretté que ce soit apparu en France parce que ça représente pas qui je suis en fait. Et j'avais touché de l'argent pour ça de Hello Magazine parce que j'avais pas touché d'argent de Paris Match. Donc j'ai trouvé ça indécent parce que j'étais pas prêt à prendre ce risque-là en France. Voilà. Après non, j'assume tout ce que j'ai fait. Je suis plutôt quelqu'un de tranquille, mais qui ne pèterait pas un plomb à gagner tant d'argent, à être adulé alors qu'on a à peine entre 20 et 25 ans. Quand on dit qu'il a Mbappé, il a craqué. Mais je voudrais vous voir, vous, avec 30 millions d'euros par an et avec une telle notoriété, c'est difficile de rester les pieds sur terre. Alors justement, on va en parler maintenant de l'argent, Franck Leboeuf. Vous évoquez cette question de façon assez décomplexée dans votre livre. Vous révélez qu'à Chelsea, vous étiez payé environ 150 000 euros par mois et vous allez même gagner encore plus en fin de carrière quand vous jouez au Qatar. À ce moment-là, quel était votre salaire mensuel au Qatar? Alors c'est pas un salaire mensuel, c'était un salaire annuel. C'était je crois $1,5 million de dollars net d'impôts. Voilà, moi on vous propose pour une 3e saison beaucoup plus. En fait, on propose d'aller en Arabie Saoudite pour $6 millions. Mais j'ai refusé parce que ça correspond pas à ma façon de voir les choses au niveau des droits des humains. Ouais. Et puis surtout, c'était compliqué. Il y avait un Français qui s'était fait tuer qu'on avait pris pour un Américain. Et puis on vous prend votre passeport. Vous êtes dans un campagne, comme on dit. Et la politique du pays, vous le dites, en termes de droits de l'homme, le droit de l'homme ne me correspondait pas. Et donc j'ai refusé. Oui, j'apprécie l'argent parce que ça rend les choses beaucoup plus facile et quelquefois beaucoup plus plaisante, mais je suis pas prêt à sacrifier beaucoup de choses de liberté, donc j'ai pas accepté. L'argent ne me dérange pas, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai cette mentalité-là. Tout cet argent que j'ai gagné, je l'ai pas volé, on me l'a proposé. Je suis pas rentré avec un fusil dans un bureau en disant donnez-moi cet argent. Donc pourquoi j'en aurais honte? J'ai pas à cacher combien j'ai gagné. J'ai même fait Koh-Lanta 2 mois après, Entrevue, qui était un magazine, avait sorti le salaire. J'en ai rien à faire, moi. C'est pas mon problème. On me propose des trucs. Tout être humain serait complètement bête de le refuser. Parce que ça, dans ce cas-là, ça prend aucune de mes libertés. Au contraire, ça m'en permet d'en avoir un peu plus. Comment à vos enfants vous expliquez justement que bien les choses ont quand même une valeur, qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, que l'argent ne tombe pas du ciel? Ça doit pas forcément être facile quand pas forcément un train de vie peut-être plus élevé que les copains. Comment vous avez réussi à leur inculquer quand même ce goût de l'effort? C'est compliqué parce qu'en fait oui, on veut pas, si on a envie de faire plaisir à ses enfants, c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on va dire non, on va vivre comme quelqu'un qui gagne le SMIC et puis qui va priver ses enfants de choses exceptionnelles. Donc non, j'ai jamais fait ça.
Par contre, j'ai toujours dit, papa, avant, il gagnait rien. On mangeait pour sa mère, mon ex-femme et moi, on mangeait pour 100 francs par semaine. Et donc, j'explique tout ça. J'explique que la plupart des gens gagnent 1500 €. S'ils gagnent 1500 € et que c'est la majorité. Ouais. Vous les aidez financièrement? Non. Puis, de toute façon, si je les aidais, je vous le dirais pas. mais je fais attention pour un équilibre. Il se débrouille très très bien tout seul. Et tant qu'il se débrouille très très bien tout seul, j'ai pas à les aider. Alors, on parle de vos enfants, mais j'aimerais qu'on dise également quelques mots sur l'enfant que vous étiez, vous, Franck Leboeuf. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la relation avec votre père. Il y a des passages très émouvants, notamment quand vous racontez qu'à sa mort, vous ne pleurez pas, à sa crémation non plus. Mais quand vous arrivez ensuite chez lui pour ranger ses affaires, dans la salle de bain, là, vous voyez sa brosse à dents et vous explosez en pleurs. Ouais, c'est un moment. C'est très fort. Ouais, c'est très très fort parce que en fait, mon père a été malade très longtemps et il est mort d'un cancer en 2004 et je dirais pas que c'est une forme de soulagement, mais je voulais pas qu'il souffre et ça a été très très compliqué parce qu'on savait qu'on allait l'endormir, parce qu'on savait qu'il allait mourir, on savait qu'il allait s'étouffer parce qu'il avait il avait plus de défense immunitaire et donc il a attrapé une pneumonie et donc il fallait l'endormir. Le docteur m'a dit vous lui dites au revoir et donc la dernière chose que j'ai faite avec mon père, c'est lui mentir. Et donc j'ai rien dit, j'ai senti mon père en fait. Quand je lui ai fait la bise, j'ai senti mon père parce que je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. Et je suis reparti au Qatar parce que j'habitais au Qatar à l'époque. Et quelques jours après, on m'a annoncé qu'il était parti. C'est vraiment un coup de couteau dans le ventre. C'est une horreur. Et c'est vrai que quand on est allé à l'enterrement, moi j'étais là, je voyais le cercueil de mon père et en fait, je sais pas s'il saisissait les choses. En fait, c'est une projection. Quand on pleure à un enterrement, on s'imagine peut-être dans la boîte. C'est surtout ça qui fait que on craque. Et quand je suis allé chez lui, où j'ai vu toutes ses affaires rangées, les chaussures même dans les boîtes encore et tout ça, j'ai dit, mon père, en fait, il était méticuleux, je le voyais pas comme ça. Mais c'est surtout que, j'ai vu la brosse à dents. Et en fait, c'est une projection. Je me suis dit, en fait, on va être tous comme ça. C'est qu'à un moment donné, il nous arrive un truc. On ne sait pas. On pense qu'on va revenir et on reviendra jamais. Et donc là, j'ai craqué parce que c'est là que j'ai compris que je reverrai plus jamais mon père. Vous racontez également que dans son armoire, vous découvrez aussi tous vos maillots de foot bien rangés, ces maillots que vous lui aviez offerts, notamment celui de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Alors votre papa était très fier de vous, mais il a attendu très 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 longtemps avant de vous le dire. Pour quelle raison? Mon père était un comment on appelle ça? Taiseux. Un taiseux, mais surtout un gros travailleur. Il a commencé à travailler à 13 ans, c'est sans doute ce qu'il a tué, l'amiante et tout ça. Il était dans les caves, il était plombier chauffagiste. Et voilà, il a jamais rien eu de son père. Je pense qu'il a pas eu d'éducation de la part de ses parents. C'était un gamin des rues, on le balançait dehors l'été, et puis il allait emmerder les policiers, il a essayé de faire dérailler des trains. Enfin, il m'a expliqué des trucs incroyables. Et moi, voilà, j'ai eu une enfance très heureuse, sincèrement, avec mes deux frères, mais c'était l'éducation d'avant, quoi. Et j'ai vu plein de parents dire à leurs enfants qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils étaient les meilleurs, ils jouaient avec moi au foot, ils ont jamais rien fait. Et moi, j'ai eu un père qui quand je marquais 4 buts dans un match, me disait que j'avais été nul. Donc voilà, on est dans des extrêmes. Je pense à son fils, on peut lui dire qu'on est très fier de lui, mais lui dire qu'il est meilleur, c'est pas une bonne chose. Donc moi, mon fils, je lui dis toujours que je suis très fier de lui, mais je lui dis jamais que c'est le meilleur, et je lui dis surtout de se bouger les fesses. Alors, toujours à propos du Franck Leboeuf gamin, j'aimerais savoir si vous avez pu à l'époque souffrir de votre nom de famille, qui évidemment peut prêter parfois quelques plaisanteries. De la même manière, est-il arrivé à vos enfants des moqueries à l'école, qui reviennent de l'école en vous disant « Papa, on s'est moqué de moi ». Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, de devenir champion du monde, ça aide les enfants à être plus tranquilles par rapport à leur nom. Mais moi, c'est vrai qu'avec mon grand frère, on a voulu changer de nom quand on avait 16-17 ans. On voulait s'appeler Senna parce qu'il y avait Ayrton Senna à l'époque, mais on voulait S-E-N-A-T, alors que lui c'était S-E-2-N-A. Et on avait dit on va ça. Et parce que vous aviez des moqueries parfois. Oui, bien sûr. On a vécu ça, mais tout le temps. Et en fait, on a pris, je crois, une tarte de la part de mon père qui a dit on change pas de nom, quand on en a un, on l'accepte. Et puis que Leboeuf, quand on l'entend, on s'en rappelle. Je dis bah oui, on s'en rappelle. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et donc voilà, mais non, on l'a gardé. J'aurais préféré m'appeler Senna, j'avoue, franchement. Alors votre fille Jade Leboeuf, vous le disiez en introduction, elle a eu un petit garçon en août 2020, ce qui veut dire que vous êtes grand-père. Alors ça vous a fait un choc?
Ouais, ça fait un choc de se dire qu'à 52 ans, je serai grand-père. Un papy très jeune. Papy très jeune. Enfin, mon père a été grand-père à 45 ans, parce que mon grand frère a eu une fille très très jeune. Moi aussi, mes enfants étaient très jeunes mon père était très jeune quand j'ai eu mes enfants. Mais c'est le cycle de la vie. Après, il faut voir comment on gère ça. Et je trouve que le fait d'être jeune avec mon petit-fils, cet été, on va aller ensemble à la piscine. Je vais l'apprendre à nager si les parents veulent bien. J'irai peut-être un jour l'amener au ski et j'apprendrai à skier comme j'ai appris à skier à ma fille, parce que j'avais pas besoin de moniteur. Je les prenais entre mes jambes. C'est comme je skie depuis tout petit. Voilà. Donc, partager des activités physiques. Ouais. J'aurai encore la force de faire des choses physiques avec ou des balades en forêt, des grandes balades, des choses comme ça. Voilà. C'est des choses qui sont plutôt sympa. Vous savez, le rôle de grand-père, il est plutôt cool. Quand on en a ras-le-bol, c'est-à-dire qu'ils deviennent chiants, on les refile aux parents, tout va bien. Mais quand ils sont sympas, on les garde. Que les bons côtés. Alors, votre fille Jade, c'est une influenceuse très connue, qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Alors, c'est paradoxal, car vous n'aimez pas beaucoup les réseaux sociaux. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Est-ce que vous l'avez mis en garde sur les dangers de ces réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Mais c'est une adulte. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et c'est pas parce qu'elle est la fille de Franck Leboeuf qu'elle aurait pas le droit de faire ce qu'elle veut. C'est sa vie. Après, il faut l'assumer. Mais bien sûr que je lui dis non, ça j'aime pas. Ça excuse-moi. Quand tu fais un truc, pense à moi. Parce que bien sûr, j'ai une notoriété et que à chaque fois que tu vas faire un truc, ça va être Jade Leboeuf, la fille de Franck Leboeuf. Ça, vous lui dites effectivement bien sûr, d'avoir ça en tête. Mais j'ai pas de soucis particuliers. C'est arrivé peut-être une ou deux fois. J'ai dit, écoute Jade, ça, aurait pu éviter. Alors sur les réseaux sociaux, votre fille Jade, elle a notamment dévoilé des photos dénudées, des photos artistiques, je le précise, évidemment prises dans un cadre professionnel, mais qui ont fait beaucoup parler. Est-ce qu'en tant que papa, ça vous a fait peur? Est-ce que vous vous êtes dit, ma fille ne devrait pas poster ces photos, ou au contraire, vous l'avez encouragée en lui disant, n'écoute pas les critiques? Je l'ai ni encouragé ni critiqué. Mais il faut savoir qui dit ça. En fait, c'est des mecs qui sont forcément foncièrement très très laids, sans doute. Des anonymes. On en a rien à foutre. On va même pas parler d'eux parce qu'on s'en fout. Voilà, c'est des gens qui sont capables de dire sur des trucs, va éduquer ta fille. Voilà, des gens qui ont certainement pas de relations sexuelles, qui sont extrêmement frustrés et on sait pourquoi ils se retrouvent sur les réseaux sociaux pour regarder des filles. Ça vous a fait mal, ces critiques? Non, je m'en fous. Pour que ça me touche, il faut qu'il y ait une validation de la personne qui est en face qui vous critique. Moi, ces personnes-là ne représentent rien. Alors, un mot sur son frère Hugo, votre fils Hugo, qui est passionné, vous le disiez comme vous, par la comédie. On l'a vu au théâtre notamment. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'il en est exactement? Vous disiez, il a une troupe. Il a rejoint une troupe qui s'appelle Les Calus. Il a joué il y a pas longtemps, il était sur scène. C'est compliqué, parce qu'il y a eu la Covid et donc là en ce moment il est plutôt en attente, mais il fait des trucs, ils font des courts-métrages avec une bande de potes et tout ça. Donc il se débrouille et puis il a un petit travail à côté et donc voilà, il s'arrange et puis si un jour j'ai l'opportunité de jouer avec lui, pas forcément de jouer avec lui, mais de produire une pièce, parce que je produis mes pièces, mais de produire une pièce qui m'intéresserait où il pourrait être dedans, je me gênerais pas pour le mettre dedans, comme on le fait bien dans le monde du cinéma ou du théâtre. Dans une interview accordée à France Dimanche en 2015, justement, Hugo, il avait expliqué, alors je trouve ça très drôle, que évidemment il vous admirait, mais que sur le côté capillaire, en revanche, ce sont ses mots, il aurait aimé ne pas vous ressembler. Vous êtes en effet l'un des chauves les plus connus de France. Est-ce que ça a pu être un complexe pour vous de perdre vos cheveux assez jeunes? Ah mais très complexé. Vous n'avez pas beaucoup parlé, ça? Non, c'était pas forcément la mode, mais c'est vrai que je me suis cherché et j'ai commencé à me raser la tête à une époque où c'était pas la mode, puisque c'était en 93. Mon père m'a téléphoné parce qu'il m'a vu à la télévision la tête rasée, il m'a dit qu'est-ce que t'es malade, t'as une leucémie. Je me rappelle qu'on a fait un match à Lens que nous avons perdu avec Strasbourg et je m'étais rasé la tête et l'entraîneur il veut me dire qu'on avait perdu à cause de ça. Vous vous rendez compte, on en est. Et mon frère qui était VRP et qui perdait ses cheveux comme moi, il a pas osé donc moi c'était en 93 jusqu'en 99, il a pas osé se raser la tête parce que on était des mauvaises personnes quand on se rasait la tête, on était un skinhead. Et il y avait un complexe. Il y avait un vrai complexe. Et moi j'ai perdu mes cheveux à 21 ans, donc en 93 j'ai commencé à me raser la tête et puis j'ai relaissé pousser les cheveux pour faire plaisir à mon père jusqu'en 96 où c'est Gianluca Vialli, un autre fameux chauve qui m'a rasé la tête. Et depuis ça a été comme ça et on a permis à des gens qui perdaient leurs cheveux de pas avoir l'air trop vieux. C'est plus clean, ça passe maintenant. On a lancé la mode. C'est vrai que j'étais l'un des premiers Français à le faire. Parce qu'il y avait, je pense, Yul Brunner, Gianluca Vialli, le Dalai Lama. Et en France, j'étais certainement l'un des premiers à le faire. Et Franck Leboeuf. Puis,
Fabien Barthès. Juste après. Oui. Alors le physique, justement, quand vous étiez célibataire après votre séparation avec votre ex-femme Betty, la maman de vos 2 enfants, est-ce que s'appelait Franck Leboeuf vous a aidé avec les filles? Est-ce que vous en avez profité en toute sincérité? Non. Bah non, non, pas forcément. Je me suis jamais trouvé beau gosse déjà, donc j'ai jamais mis cette attitude-là en face de moi. En plus, j'habitais à Los Angeles, donc où Franck Leboeuf, ça représente rien du tout. Mais voilà, j'ai pas à me plaindre. Voilà, je vais pas raconter ma vie sexuelle et tout ça, et j'ai pas vraiment, je trouve ça ridicule, j'ai pas compté le nombre de femmes avec qui j'ai pu être, mais j'ai vraiment pas à me plaindre. Tout allait bien et tout va bien. Alors j'évoquais votre ex-femme Betty que vous avez connue très jeune, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, dans un podcast, celui de David Laroche, vous avez évoqué votre rupture douloureuse. Au milieu des années 2000, vous avez notamment expliqué qu'elle vous avait trompé. C'est forcément une blessure dont on met du temps, j'imagine, à se remettre. Ouais, mais bon, comme beaucoup de couples, je sais pas si on se sépare parce qu'on en a ras-le-bol. Je pense qu'on se sépare parce qu'il y a souvent une rupture. Voilà, c'est arrivé. Je rends personne responsable. Je ne juge pas. Après, il y a une situation et on la règle. Mais voilà. Mais l'infidélité, ça c'est quelque chose qui peut vous blesser. Bah, bien sûr. Moi, je suis épris de justice et voilà, l'infidélité, c'est quelque chose qui peut arriver parce que on vit dans un monde où il y a beaucoup qu'on appelle ça, pas d'attraction, c'est en anglais, mais de l'attirance. Et donc ça peut arriver et voilà, c'est jusqu'après, après il y a une question de confiance que je n'avais plus. Donc vous vous séparez à ce moment-là. Ouais, on s'est séparés et puis voilà, et puis j'avais pas vécu célibataire, donc ça m'a permis d'avoir une expérience comme ça pendant 5-6 ans avant de rencontrer ma nouvelle épouse. Et vos enfants, vous leur dites quoi à ce moment-là? Parce que c'est évidemment jamais facile pour les enfants de voir leurs 2 parents. Non, mais on s'entendait plus, donc voilà, il vaut mieux une grosse séparation qu'une mauvaise entente, je pense. Donc forcer les choses. Moi, je trouve que les gens qui restent ensemble tellement de temps, je me pose des questions de savoir s'il y a une gentleman agreement, comme on dit, ou alors s'ils s'aiment vraiment, quoi, où on reste parce que le camp dira-t-on. Alors ça, c'est terrible. Alors cette séparation, elle intervient à un moment de votre vie où tout va mal, puisqu'en quelques mois, vous perdez votre père, votre chien, votre chienne. Vous prenez votre retraite. Vous allez alors faire une longue dépression de plusieurs mois. Vous êtes, vous l'avez dit à ce moment-là, aux États-Unis. Plus grand-chose n'a de sens dans votre vie. Vous passez beaucoup de temps dans votre lit. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants à ce moment-là? J'imagine qu'on a forcément un peu honte. Non, je dirais à mes enfants. Comment on gère justement cette situation quand on n'est pas bien? Non, mais les enfants ne se sont pas aperçus de mon problème. J'ai pas mêlé mes enfants à mon problème de dépression, parce que moi je l'ai découvert. Parce qu'à 18 ans, j'étais certainement plus dépressif, avec plus rien, plus de bac, tout ça, que je l'ai été. Mais c'est très actuel. Dès qu'on ne va pas, on est en dépression, on va pas bien. Alors moi, je l'ai vraiment été. Alors j'étais dans mon lit, c'est vrai que j'avais envie de rien faire. Vous êtes allé voir quelqu'un à ce moment-là? Oui, oui, bien sûr. Je suis même allé voir un psy, parce qu'aller voir quelqu'un, ça veut dire c'est un peu honteux. Je suis allé voir un psy. C'est vrai, la formulation, vous avez tout à fait raison. Allez voir quelqu'un. Aller voir quelqu'un, c'est psychologue. Non, je suis pas allé voir un coiffeur. Je suis allé voir un psychologue. Je suis même voir un psychiatre. On m'a même filé des médocs pour que je dorme mieux. Mais je crois que ça fait partie. Moi, je me suis servi de mon corps pour travailler. Donc, quand j'avais un problème à une cheville, j'avais besoin d'anti-inflammatoire, j'allais voir aussi quelqu'un, j'allais voir un kiné. Et quand j'ai un problème de cerveau, je vais voir un docteur parce que j'ai besoin c'est aussi une maladie. C'est pas qu'on devient taré, c'est que c'est une maladie. Et c'est très actuel maintenant. Et c'est vrai que je pense que on exagère peut-être un petit peu le trait maintenant, où dès qu'on va pas, on est dépressif, on va pas, on va se suicider, trucs comme ça. Moi, à 18 ans, je me posais même pas la question de savoir ce que c'était la dépression et si j'étais dépressif. Mais c'est vrai que, après ma carrière, quand on prend tout ça dans la gueule, on appelle ça... À ce moment-là que ça se... Ouais, on appelle ça... Alors, on a un autre mot très à la mode, c'est un burn-out. Et donc, j'ai certainement fait, à un moment donné, un ras-le-bol de tout. Alors, un mot sur la femme dont vous êtes tombé amoureux en 2010, avec qui vous avez refait votre vie. Cette femme, elle s'appelle Chris Lore. Est-ce que le courant est tout de suite passé entre elle et vos enfants? Puisque ça, c'est jamais facile de recomposer une famille. Non, c'est compliqué. Comment on appelle ça, la recomposition, les familles recomposées, c'est toujours compliqué parce que bien sûr, on a l'impression que pour cette situation-là, que la femme peut-être va essayer de prendre le rôle de la mère, alors que la mère est toujours là et tout ça, ce que jamais été le cas. Donc oui, ça s'est bien passé. Entre sa fille également et vos enfants qui ont quand même une dizaine d'années oui, de ça c'était différence. plutôt. Alors il y avait une grosse différence. Donc Jenae était encore un bébé et donc bon voilà, ils se sont pas vraiment. Mais nous on fait des brunchs tous les dimanches ici à la maison et Jenae et Hugo sont là puisque Jade est au Luxembourg et ils arrêtent pas de discuter. Ils sont trop marrants parce qu'ils
ils sont infernaux. Nous, on se casse avec ma femme. On les laisse discuter, mais voilà, mais non, mais ça se passe bien. Mais même moi, hein, je faisais attention par rapport à Genaï. C'était compliqué d'avoir une certaine autorité par rapport à une enfant qui est pas la vôtre. Donc c'est jamais facile. Toutes les familles recomposées vous le diront, mais on s'est pas mal débrouillé. Alors j'aimerais qu'on dise un mot sur la politique. Vous vous êtes présenté aux dernières élections municipales à Suresnes, la ville où vous vivez désormais. Vous étiez sur une liste d'hiver droite. Est-ce que vous vous considérez comme un homme de droite ou bien c'était simplement le hasard parce que vous connaissiez celui qui menait cette liste? Racontez-nous. Complètement hasard parce que j'ai pas d'étiquette, pas de couleur politique. J'ai jamais été membre d'un parti ou quoi que ce soit. Je suis ça. J'ai voulu être adjoint au maire parce que j'ai voulu aider cette ville de Suresnes parce que je trouve la ville intéressante. Et il y avait le maire sortant qui partait, donc je voulais pas que le maire qui l'a remplacé prenne sa place parce qu'on sait très bien qu'il l'a remplacé juste pour avoir un poste un peu plus important un de ces jours. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien la ville et que je voulais participer. Donc pas à un engagement politique, partisan, militant. Non, et je le referai plus parce que des gens pensaient que je voulais me positionner. Ça vous a valu des critiques? Ouais, bien sûr. On était cherché sur mon Instagram. Je me rappelle m'être moqué de gens qui achetaient plus de bière Corona parce que il y avait le coronavirus. Et donc j'ai fait croire que je m'étouffais avec une bière Corona. Et quelqu'un s'en est servi, l'a remis en disant regardez comment ils se moquent des gens qui meurent du coronavirus. Voilà, donc tous les coups sont permis quand on rentre en politique. Et donc j'ai dit bon, c'est pas pour moi. Si des gens sont tellement petits pour faire des choses comme ça, pour monter des faux comptes, des choses comme ça, j'ai dit j'arrête tout. Donc on a fini 3e. On a été très honorablement perdant, mais sincèrement c'était une expérience tout sauf politique. Je n'ai pas d'ambition politique. Allez, pour finir cette discussion, un mot sur la télévision. Quelle est la pire proposition d'émission que l'on vous a faite, la proposition la plus improbable que vous ayez reçue ces dernières années, parce que j'imagine que vous devez être très sollicité? Il y en a plein, il y en a toutes les semaines en fait, des émissions de télé. Non, mais c'est surtout que les productions m'appellent pour me proposer de faire une émission, donc utiliser mon image pour que je le fasse gratuitement. Et moi, j'ai vécu en Angleterre et aux États-Unis où chaque émission que je fais, on me paie. Ouais. Et on me paie grassement parce qu'on considère que mon image amène quelque chose à l'émission. Et donc, je refuse. Pour quel type de format, par exemple, des que ce soit des prime time, des documentaires, des choses comme ça. Je dis, mais attendez, pourquoi voulez-vous que je fasse un truc gratuitement? Ce qui va me prendre 2 ou 3 heures minimum, hein, parce que quand on fait un prime time, ça prend 5-6 heures, parce que c'est enregistré. Et que le caméraman, le perchiste, le producteur, tout le monde va toucher du pognon, sauf vous qui êtes invité. Alors si je suis en promo, j'ai aucun problème. Mais en dehors, parce que là il y a un livre, mais en dehors d'une promotion, vous refusez d'aller sur les émissions, toutes les émissions. Mais toutes. Ouais. Je n'ai aucun intérêt, je m'en fous, j'ai pas envie d'être connu, ça m'intéresse pas, c'est pas été mon but dans la vie. Ça me rapporte rien de plus. J'ai pas la fascination de la télévision comme ça. Je travaille pour la télévision américaine, je travaille quelquefois pour TF1, mais encore une fois, je suis payé pour le faire. Mais là, les émissions effectivement de plateau où les gens discutent sur un plateau et talk show, ça, si vous n'êtes pas non, en ça promo, m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Ça m'intéresse pas. À chaque fois. Et si on vous paye, en revanche, si on me paye, oui. Pourquoi? C'est parce que tout travail mérite salaire. On me demande mon opinion en plus. Et voilà, donc que je fasse un plateau, n'importe quel plateau, moi je demande à être payé. Alors on me dit ça se fait pas en France. J'en ai rien à foutre. Moi, ça se fait pas. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? C'est que moi je dis à des potes, je dis mais pourquoi tu y vas? Ah mais c'est bien pour la promo. Mais la promo de quoi? T'as pas de promo. Tu travailles pas en ce moment. Voilà. Moi ça m'intéresse pas. Les gens me disent ça sera bien pour vous. Mais encore une fois, je n'ai pas fait du foot et je ne fais pas du théâtre pour être connu. Je fais parce que j'aime ça. Donc, faire des plateaux ne m'intéresse pas. Donc là, en ce moment, on m'a vu beaucoup sur les plateaux parce qu'il y a un livre, parce qu'il y a une tournée théâtrale. Mais je vous rassure, si vous m'aimez pas, vous me verrez bientôt plus. Mais est-ce qu'il y a une émission payée, évidemment, que vous aimeriez animer, un projet que vous auriez à cœur, si on vous disait, je suis le patron de TF1, je vais vous payer Franck Leboeuf, dites-moi l'émission que vous voulez faire. Non, mais moi j'ai prévenu le présentateur parce que le présentateur, c'est un pote. Moi, j'adorerais présenter Koh-Lanta. Mais j'ai toujours dit à Denis, et je le dis publiquement parce que je veux pas que les gens pensent que j'essaie de lui piquer sa place. Non, c'est quand Denis aura arrêté ou que TF1 aura décidé qu'il voulait plus de Denis, que peut-être un jour, alors je sais même pas si Madame Laroche-Joubert ça l'intéresse ou pas, mais c'est quelque chose qui me fascine en fait. Vous y avez participé, vous connaissez la mécanique? Oui, mais alors j'y ai participé d'une façon où je vivais aux États-Unis, en fait je connaissais pas l'émission. Et moi je voulais pas parler devant la télévision, je croyais qu'il fallait cacher tous les trucs. J'avais pas compris le système en fait. Et quand j'ai vu l'émission, que j'ai vu d'autres, je dis putain mais en fait t'avais l'air con quoi. Et moi, à chaque fois qu'il y avait un mec qui arrivait avec une caméra, je dis non, mais lâche-moi, dégage, je vais rien dire devant la télévision. Et en fait, le principe, il est là, c'est de raconter les trucs, ce qu'on pense. Donc,
voilà, j'ai compris le système, j'adore. Je suis pote et on communique souvent avec Claude Dartois, le recommandant des Victoires, qui habite pas très loin d'ici. Et donc j'aime beaucoup les gens. Je trouve qu'il y a une fascination, le côté sociétal en accéléré de cette émission. Et puis les valeurs. Et puis c'est divertissant. On voit des beaux paysages et on voit des gens s'engueuler dans des beaux paysages et qui ont la dalle. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, c'est juste comme ça. Mais sinon non, il y a rien de spécial. Moi je veux juste continuer à faire du théâtre, peut-être du cinéma, et puis après je me mets à la permaculture, donc on va voir. Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, cher Franck. Imaginons que Jade et Hugo tombent sur ce podcast et écoutent la discussion que l'on vient d'avoir, ils le feront peut-être. Quel message, en quelques secondes évidemment, souhaiteriez-vous leur adresser l'un après l'autre? Et on va commencer par Jade, puis Hugo. Jade, ma chérie, continue à faire ce que tu fais. Je sais que t'as toujours été une travailleuse, t'as toujours fait attention aux gens et depuis toute petite, tu faisais attention où allait Hugo à droite et à gauche. Donc je sais que t'es une bonne petite mère et je suis fier de toi. Hugo, persévère, lâche rien. Si c'est la recherche du bonheur, je peux être que derrière toi et te soutenir. Voilà, et je vous aime tous les deux. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.